Lors de ma réception de mariage, j'ajustais mon voile en fixant mon reflet dans une crédence en cuivre que j'avais passé 3 mois à restaurer à la main. Le métal était poli jusqu'à devenir un miroir, et c'est la seule raison pour laquelle je l'ai vu. Ma belle-mère, Éléonore, se tenait juste derrière moi. Elle ne voyait pas mes yeux dans le cuivre, elle ne voyait que mon verre posé sur le bar. Je l'ai regardé sortir une petite fiole en verre de sa pochette de soirée et verser 3 gouttes transparentes dans mon champagne. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas crié. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour aller saluer la femme d'un député, puis, avec les mains fermes d'un chirurgien, j'ai simplement tendu le bras et échangé nos verres. Son poison était désormais dans sa main, et le véritable drame du mariage était sur le point de commencer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des mariés feraient de l'hyperventilation dans les toilettes après avoir vu leur nouvelle belle-mère essayer de les droguer, mais je suis architecte du patrimoine, je gère des fondations qui s'effritent et des défaillances structurelles pour gagner ma vie, la panique est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la peur, c'était une charge statique, c'est le terme d'ingénierie pour désigner le poids immense et silencieux qu'une poutre supporte juste avant de décider si elle va tenir le toit ou se briser en deux. Je suis retourné à la table d'honneur, mes talons claquant un rythme régulier sur le parquet en chêne massif. J'ai vérifié mon pouls, 80 battements par minute, élevé mais contrôlé. J'ai lissé la soie de ma robe et je me suis assise à côté d'Arthur, l'homme qui sauve la vie des enfants en tant que chirurgien pédiatrique, mais qui était incapable de voir que sa propre mère était un pathogène. Il a serré ma main sous la table, son pouce effleurant mon alliance, et m'a regardé avec tant d'amour que cela en était presque douloureux. Il m'a chuchoté que j'étais magnifique, il ne se doutait pas qu'à 3 mètres de là, sa mère sirotait le champagne qu'elle avait destiné à ma destruction. J'ai regardé de l'autre côté de la table, Éléonore était assise maintenant, elle tenait court avec mes parents, riant à une remarque de mon père, jouant parfaitement le rôle de la matriarche bienveillante. Elle m'a regardé, ses yeux étaient froids, des choses mortes enterrées sous des couches de mascara de grande marque. Elle a levé son verre, mon verre, dans un toast silencieux à mon égard, avec un petit sourire en coin qui disait l'échec est mat, ma chérie. Elle pensait être l'architecte de ce moment, elle pensait que j'étais juste une fille chanceuse qui avait trébuché dans sa dynastie, un problème à résoudre avec un carnet de chèques ou une fiole de produits chimiques. J'ai pris mon verre d'eau, ma main n'a pas tremblé. J'ai pris une gorgée lente et délibérée, l'eau était fraîche, elle avait le goût de la clarté. J'ai regardé Éléonore boire une autre gorgée de champagne. Elle était si confiante dans sa cruauté. Elle avait passé les 2 dernières années à essayer de me démolir au bulldozer, me traitant comme une squatteuse dans la vie de son fils. Elle qualifiait mon travail de sale, elle m'a offert une somme à 6 chiffres pour disparaître, mais elle a oublié une chose à propos des architectes de restauration, nous savons exactement où se trouvent les points faibles et nous savons exactement quand une structure est sur le point de s'effondrer. J'ai posé mon verre, je lui ai rendu son sourire et j'ai attendu. Pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas arrêté, pourquoi je ne lui ai pas saisi le poignet pour hurler à la police sur le champ, vous devez comprendre l'architecture de notre guerre. Ce n'était pas un crime passionnel soudain, c'était la phase de démolition d'un projet qu'Éléonore gérait depuis 2 ans. Dès l'instant où Arthur nous a présenté, j'étais une violation du plan d'urbanisme dans son monde parfaitement organisé. Les de Saint-Hilaire sont ce qu'on appelle la vieille bourgeoisie, ce qui signifie généralement que leur argent est poussiéreux et qu'ils sont terrifiés par quiconque travaille réellement pour vivre. J'ai rencontré Éléonore lors de l'inspection du domaine familial, je portais des bottes de chantier et un casque couvert de poussière de plâtre. Elle a regardé mes mains comme si elles étaient contagieuses, elle a demandé à Arthur juste devant moi s'il embauchait du personnel pour des rénovations. Quand il lui a dit que j'étais sa petite amie, elle n'a pas souri, elle a juste dit oh. Les insultes n'ont jamais été bruyantes, elles étaient structurelles, de petites fissures dans les fondations conçues pour me faire effondrer. Elle oubliait de m'inviter au dîner de famille, elle me présentait à leurs amis de l'aristocratie comme la petite chef de chantier d'Arthur, ignorant mon diplôme d'État et mon habilitation à la maîtrise d'œuvre. Mais la véritable défaillance structurelle s'est produite il y a 6 mois. J'étais assise dans sa bibliothèque, elle a glissé une enveloppe couleur crème sur le bureau en acajou, à l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 100 000 €. Elle m'a dit que c'était une indemnité de départ. Elle a dit, tu es une fille charmante, Camille, mais soyons réalistes. Tu es une parvenue. Tu construis des choses, nous possédons des choses. Tu ne seras jamais à l'aise à cette table et j'essaie juste de t'épargner l'embarras d'essayer. J'ai regardé le chèque, c'était plus d'argent que mes parents ne gagnaient en 2 ans. Je l'ai regardé, je ne l'ai pas déchiré,
je ne lui ai pas jeté au visage. Je l'ai simplement glissé vers elle sur le bureau et j'ai dit, je pense que vous sous-estimez le coût de la main-d'œuvre, Éléonore. Je ne suis pas à vendre. C'est à ce moment-là que ses yeux ont changé, c'est là que j'ai cessé d'être une nuisance pour devenir une menace, et les menaces doivent être neutralisées. En psychologie, il existe un concept appelé pic d'extinction. J'en ai entendu parler quand j'étudiais comment le stress affecte les matériaux de construction, mais cela s'applique parfaitement aux narcissiques. Lorsqu'un enfant réalise que crier ne lui donne pas ce qu'il veut, il ne se calme pas, il crie plus fort, il s'agite, il casse des choses. Il intensifie son comportement jusqu'à un sommet frénétique juste avant d'abandonner finalement. C'est la dernière explosion d'énergie désespérée pour forcer le monde à revenir sous son contrôle. La semaine précédant le mariage était le pic d'extinction d'Éléonore. Elle a réalisé que les pots de vin n'avaient pas fonctionné, les insultes n'avaient pas fonctionné, le mariage allait avoir lieu, alors elle a pratiqué la politique de la terre brûlée. Mardi, elle a appelé notre fleuriste et a essayé d'annuler la commande, prétendant que la mariée était morte dans un accident de voiture. Le fleuriste, Dieu merci, m'a appelé en premier. Jeudi, je l'ai trouvé dans la suite nuptiale en train d'inspecter mon voile. Quand elle est partie, il y avait une déchirure irrégulière à travers la dentelle de Calais. Elle a prétendu qu'il s'était accroché à sa bague, mais je connais la résistance à la traction de la dentelle française, il faut vouloir la déchirer. J'ai réparé le voile avec du fil d'or, une technique que j'utilise en restauration. Je ne l'ai pas dit à Arthur. Je savais que si je lui disais, elle retournerait la situation, elle le manipulerait, me traiterait de paranoïaque, dirait que j'étais stressé et que j'imaginais des choses. Elle comptait sur le fait que son comportement était si insensé qu'aucune personne rationnelle ne le croirait. Alors, quand j'ai vu la fiole à la réception, tout s'est mis en place. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas juste de la haine, c'était la détonation finale de son pic d'extinction. Elle ne pouvait pas arrêter le mariage, alors elle a décidé d'en ruiner le souvenir. Elle me voulait malade, elle me voulait humilier, elle voulait prouver à tous les invités de la haute société présents dans cette salle que j'étais faible, souillon et indigne du nom de Saint-Hilaire. Elle voulait un désastre, j'ai juste décidé de la laisser en être la victime. Le truc avec la défaillance structurelle, c'est qu'elle est rarement instantanée. Avant qu'un bâtiment ne s'effondre, il gémit, les rivets sautent, le bois éclate, il suffit d'être assez silencieux pour l'entendre. La salle de réception était bruyante d'applaudissements alors qu'Arthur terminait son discours. Il était charmant, modeste, parfait. Il s'est assis et m'a embrassé sur la joue, murmurant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Puis la salle s'est tue. Le tintement d'une cuillère contre le cristal a résonné comme une cloche d'alarme. Éléonore s'est levée. Elle avait l'air royal dans sa robe argentée. Elle tenait la flûte à champagne, celle avec le bord doré, celle qu'elle avait souillée, haut dans les airs. La salle attendait. Elle a souri aux invités, puis a tourné son regard vers moi. C'était un sourire de prédateur. Le mariage, commença-t-elle, sa voix projetant cette cadence étudiée des grandes écoles, est une question de partenariat. C'est savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Quelques-uns de ses amis à la table 4 ont gloussé. Et surtout, c'est une question de confiance. Savoir que la personne assise à côté de vous a vos meilleurs intérêts à cœur. Elle m'a regardé droit dans les yeux en prononçant le mot confiance. Je n'ai pas scié. J'ai levé mon verre d'eau. Éléonore a levé le calice empoisonné. Au couple heureux, dit-elle. Elle a incliné le verre en arrière. J'ai regardé le liquide doré disparaître. Je l'ai regardé avaler. Une gorgée. 2. Elle l'a vidé. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Elle s'est rassise, l'air triomphant. Elle s'est tournée vers mon père et a commencé à parler de son handicap au golf. 1 minute a passé. Puis 2. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux, comptant les secondes comme un métronome. À 2 minutes et 40 secondes, les gémissements ont commencé. Éléonore s'est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Elle a cligné des yeux rapidement, sa main allant à sa gorge. Son visage, habituellement un masque de fond de teint épais et de calme, a pris une teinte violente de gris. Elle a essayé de se lever, peut-être pour s'excuser et aller aux toilettes, mais la gravité avait d'autres plans. Ses genoux ont lâché. Elle a attrapé la nappe pour se stabiliser, entraînant avec elle un centre de table de lisse coûteux. Puis l'hémétique a fait exactement ce que la chimie dictait qu'il devait faire. Ce n'était pas un évanouissement poli, c'était violent.
Éléonore a eu un haut-le-cœur guttural, un son horrible qui a réduit au silence le quatuor à cordes. Elle a vomi directement sur la table d'honneur, partout sur le chemin de table en soie, la porcelaine et la jupe de sa robe sur mesure. L'odeur nous a frappés instantanément. La femme qui avait passé 60 ans à cultiver une image de perfection intouchable était maintenant en train de vomir sur le sol devant 200 personnes de l'élite de la ville. « Maman » a crié Arthur en bondissant. « Maman !» Elle l'a regardé, les yeux écarquillés et non focalisés, cherchant de l'air. « Je ne » a-t-elle balbutié. « Je ne me sens pas. » Elle s'est effondrée sur le côté dans le désordre qu'elle avait créé. La salle a sombré dans le chaos, mais je suis resté assise une seconde de plus, regardant la ruine. C'était laid. C'était tragique. Et c'était exactement ce qu'elle avait commandé pour moi. Dans une crise, la plupart des gens paniquent. Alors que les invités criaient et s'attroupaient, je me suis levé et j'ai pris les choses en main. J'ai dit au DJ de couper la musique. J'ai demandé au coordinateur de dégager un chemin pour les secours. Arthur était au sol avec elle, vérifiant ses signes vitaux, sa formation de chirurgien prenant le dessus. Il criait des ordres, pouffilant, voix respiratoire dégagée, pupilles dilatées. Les pompiers sont arrivés en 4 minutes. Ils ont chargé Éléonore sur la civière. Elle était à peine consciente, gémissant quelque chose d'incohérent. Alors qu'il la soulevait, sa pochette perlée, qui reposait sur ses genoux, a glissé et a heurté le sol. Le fermoir s'est ouvert brusquement. Le contenu s'est déversé sur le parquet, un rouge à lèvres, un miroir de poche et une petite fiole en verre vide. Arthur l'a vu. Il s'est figé. Mais ce n'était pas la preuve accablante. À côté de la fiole se trouvait un morceau de papier à lettres épais de couleur crème, plié en carré. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. C'était l'écriture d'Éléonore, une écriture élégante et bouclée. Je me suis dirigé vers Arthur. Il fixait la fiole, le visage pâle. « Arthur, dis-je, ma voix basse coupant à travers le bruit, lis ça. » Il m'a regardé, confus, puis a pris le papier. J'ai regardé ses yeux scanneur les mots. « Mesdames et messieurs, je dois m'excuser pour cette interruption. Ma nouvelle belle-fille lutte depuis des années contre des démons personnels. Nous espérions que le stress du mariage ne déclencherait pas de rechute, mais il semble que l'alcool ait été de trop. Veuillez pardonner ce désordre. Nous lui procurerons l'aide dont elle a besoin. » C'était un discours. Un discours qu'elle avait écrit avant la réception. Elle n'avait pas seulement prévu de me rendre malade, elle avait planifié le récit de ma destruction. Elle allait faire passer mon empoisonnement pour une crise de boulimie éthylique. Elle allait prendre le micro pendant que je vomissais et détruire ma réputation à jamais. J'ai vu le changement s'opérer sur le visage d'Arthur. C'est une chose rare de voir un homme devenir orphelin alors que sa mère est encore en vie. L'inquiétude a disparu. La panique a disparu. Ses yeux sont devenus froids. Il a regardé la note, puis la fiole, puis la femme sur la civière. Il a enfin vu l'architecture du piège. Il a réalisé que le monstre n'était pas sous le lit, c'était elle qui le bordait le soir. Il a plié la note et l'a mise dans sa poche. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé l'urgentiste. Elle n'a pas fait d'AVC, a dit Arthur, sa voix sonnant comme du métal qui grince. Elle a ingéré un émétique et un sédatif. Vérifiez son sac pour la fiole et appelez la police. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mauvaises décisions. Éléonore a été stabilisée dans une chambre privée. Les drogues ont été évacuées de son système, mais la toxicité légale ne faisait que commencer. La police attendait dans le couloir. Le capitaine Cardona, un homme qui avait l'air d'avoir vu assez de drames familiaux pour 10 vies, prenait ma déposition. Je n'avais pas besoin d'être émotive, j'avais juste besoin d'être efficace. J'ai ouvert le fichier sur mon téléphone. Pendant que les secouristes chargeaient Éléonore, j'avais envoyé un SMS au gérant du domaine. Parce que j'avais restauré le château des de Saint-Hilaire, je savais exactement où se trouvaient les angles morts, et je savais exactement où la caméra de sécurité 4K derrière le bar était orientée. J'avais les images dans ma boîte de réception avant que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. J'ai montré la vidéo à l'officier. Horodatage 14h47. Éléonore regarde autour d'elle. Elle sort la fiole. Elle verse le poison. C'était la preuve haute définition d'un crime. Arthur est sorti de la chambre d'Éléonore.
Il avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis ce matin. Il est passé devant moi, devant son père qui était assis la tête dans les mains, et est allé directement voir l'officier. Ma mère est réveillée, a dit Arthur. Sa voix était clinique, détachée. Elle veut faire une déclaration. A-t-elle avoué, a demandé l'officier. Arthur a ri, un son sec et sans humour. Non, elle m'a dit qu'elle l'avait fait pour me sauver. Elle a dit que Camille était une croqueuse de diamants qui ruinait la lignée des de Saint-Hilaire. Elle a dit que je la remercierais un jour. J'ai regardé Arthur. C'était le moment décisif. La corde allait soit casser, soit nous étrangler. Éléonore avait joué sa dernière carte. La défense maman sait mieux que tout le monde. Elle comptait sur 30 ans de culpabilité et d'obligation pour lui faire abandonner les charges. Arthur a plongé la main dans la poche de son smoking et a sorti le papier à lettres couleur crème. Le discours d'excuses préécrit. La preuve de la préméditation, a dit Arthur en remettant le papier. Ma mère n'a pas seulement essayé d'agresser ma femme. Elle a planifié un assassinat de caractère. Elle a écrit ceci avant le début de la réception. Cela prouve l'intention. Arthur, non, a chuchoté son père depuis sa chaise. C'est ta mère. Arthur s'est tourné vers son père. Non, a-t-il dit. C'est une criminelle, et si tu paies son avocat, tu es complice. Il s'est retourné vers l'officier. Je porte plainte, et je demande une ordonnance de protection immédiate pour moi et ma femme. Je l'ai regardé signer la déposition. C'était la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il ne m'a pas seulement choisi. Il a amputé le membre qui nous tuait. Il l'a coupé avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. Il n'y a pas eu de larmes, juste le bruit d'un stylo sur du papier, finalisant le divorce entre un fils et son origine toxique. Cela fait 12 mois depuis le mariage. Éléonore purge actuellement une peine de 24 mois de prison ferme pour violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Son avocat a essayé de plaider l'altération du discernement, mais la note préécrite a détruit cette défense. On ne peut pas plaider la folie passagère quand on a rédigé un communiqué de presse à ce sujet 3 jours à l'avance. Arthur et moi n'avons pas emménagé dans le domaine familial. Nous avons acheté une maison à rénover à l'autre bout de la ville. Elle a de bonnes bases, mais elle a besoin de travail, tout comme nous. Je suis assise à notre table de cuisine en travaillant sur un bol que j'ai cassé la semaine dernière. C'est une technique japonaise appelée kintsugi. On ne cache pas les fissures, on les remplit d'une laque mélangée à de la poudre d'or. La philosophie est que la pièce est plus belle pour avoir été brisée. La cassure est là où réside la force. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'un mariage parfait signifiait l'absence de conflit. Je pensais que cela signifiait des surfaces lisses et des jours faciles. Mais Éléonore m'a appris quelque chose de précieux. Elle a essayé de nous briser. Elle a essayé de trouver les points de stress et de taper dessus jusqu'à ce que nous nous effondrions. Mais elle a mal calculé les matériaux. Quand nous étions assis dans cette salle d'attente d'hôpital à regarder la police l'emmener menotter, Arthur et moi ne nous sommes pas effondrés. Nous avons fusionné. Le traumatisme n'a pas laissé de cicatrice. Il a laissé un joint d'or. Nous nous faisons confiance avec une profondeur que la plupart des couples n'atteignent jamais parce qu'ils ne sont jamais testés. Je sais avec une certitude absolue qu'il me choisira. Et il sait que je verrai les menaces auxquelles il est aveugle. Je finis le bol. Les lignes dorées captent le soleil de l'après-midi, brillant plus fort que la céramique d'origine ne l'a jamais fait. C'est imparfait. C'est irrégulier et c'est incassable.